Comme beaucoup d'enfants, ma première formation historique s'est faite à partir de la lecture des albums d'Hergé concernant les différents voyages du reporter Tintin sur le pourtour de la planète. Je crois que la conscience historique de beaucoup de jeunes, d'adolescents, s'est faite pour plusieurs générations à partir de ces albums. Je parle bien de la conscience historique du XXe siècle. Et comme beaucoup d'entre nous, ce qui m'est venu à l'esprit lorsque j'ai décidé d'aborder le soulèvement de Shanghai de mars 1927, c'est évidemment cette vignette du Lotus bleu où l'on voit à Shanghai deux personnages un peu troubles, des coloniaux, d'une part le chef de la police qui s'appelle Downson et d'autre part un entrepreneur, un chef d'entreprise, un homme d'affaires américain du nom de Gibbons. Ils sont en train de discuter et on se souviendra certainement que l'homme d'affaires américain chasse un Chinois en le traitant de tous les noms, en le traitant de barbare, qui, en offusquant sa personne à lui, atteignait la civilisation occidentale. J'ai décidé aujourd'hui de traiter avec vous de la condition humaine d'André Malraux, qui date de 1933. C'est un roman qui est particulièrement émouvant dans la mesure où il met en scène un certain nombre de personnages dans des actions précipitées dans le port chinois, donc dans les années 20. Mais avant d'analyser ce roman, il me paraît utile, bien sûr, de donner quelques éléments biographiques sur André Malraux. Et dans cette présentation, bien sûr, j'évoquerai un certain nombre de ses œuvres, et plus particulièrement de ses romans épiques. André Malraux est né en 1901 dans une famille bourgeoise qui était ruinée. Alors qu'il avait une vingtaine d'années, il décide de faire des études à l'Institut des langues orientales, ce qui va l'amener à être envoyé en mission au Cambodge, et c'est le moment où il découvre l'Orient véritablement sur le terrain, et il va se faire une idée de ce que c'est que l'Orient. Il en retirera un certain nombre d'expériences qui serviront justement de terreau pour écrire plusieurs de ses livres. En 1928, il publie Les Conquérants, dont l'action se situe en 1926, au moment de la grande grève de Canton. Le roman sera publié donc en 1928. En 1930, il publie La Voix royale, qui se situe, elle, donc l'action, si je puis dire, dans les prisons, également dans l'Asie du Sud-Est, et donc
en 1933, il publie La condition humaine, dont l'action se situe au mois de mars et au mois d'avril 1927 et qui se prolonge sous la forme d'un épilogue dans les mois qui suivent, après la défaite du soulèvement populaire donc à Shanghai. Ensuite, Malraux va poursuivre sa vie d'aventurier, d'intellectuel exalté, lorsque se déclenche la guerre d'Espagne en 1936, il va diriger une escadrille républicaine, composée donc d'étrangers, pour soutenir la République espagnole contre les franquistes. Il en tirera un roman en 1937 qui est l'Espoir. Puis, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Il est blessé, il est fait prisonnier, et c'est relativement tard qu'il entre dans la résistance. Il mettra sur pied la brigade d'Alsace-Lorraine. Il s'est donc rallié bien sûr au général de Gaulle. Il participe en 1945 au gouvernement provisoire du général et il aura une seconde activité ministérielle beaucoup plus longue, celle-là, entre 1958 et 1969. Il décédera en 1976. Entre 1958 et 1969, il est ministre de la Culture du général et il aura une action importante, en particulier dans la création des maisons de la culture en France. Il y a effectivement deux vies dans l'existence de Malraux. Une première partie jusqu'en 1944, qui est une activité d'intellectuel, et quand je dis intellectuel ici, je l'entends au sens strict, c'est-à-dire de personne qui met ses compétences dans un engagement d'ordre politique. Je rappelle que le terme intellectuel est créé en français à la fin du XIXe siècle au moment de l'affaire Dreyfus, reprenant en cela un terme d'origine russe. Et André Malraux, après la Deuxième Guerre mondiale, après ses romans épiques, dans le cycle asiatique d'abord, espagnol ensuite, va, pendant la période de traversée du désert du général de Gaulle, écrire plusieurs ouvrages de philosophie de l'art. Entre 1952 et 1957 principalement, il va publier Les Voix du silence, il va publier Le musée imaginaire, et enfin La métamorphose des dieux. Et puis alors à partir de 1958, il a une activité donc en tant qu'homme politique dans le gouvernement gaulliste. Je vais peut-être vous montrer tout de suite les œuvres principales donc d'André Malraux, donc Les Conquérants, 1928, La Voie royale, 1930, La condition humaine. Alors là, je vais vous montrer deux exemplaires, deux éditions différentes. Donc, La condition humaine qui date de 1933. En folio, c'était le premier numéro de la collection. Personnellement, ici,
j'ai utilisé pour préparer cet exposé l'édition en livre de poche qui date de 1954 et sur la couverture on peut voir Chen qui est un personnage qui est un révolutionnaire qui tient dans sa main droite une bombe qu'il va bientôt faire exploser sous la voiture du chef nationaliste Chiang Kai-shek. Et l'on peut voir dans cette illustration la lumière des phares de la voiture de Chiang Kai-shek qui s'approche. Il se fait que Chiang Kai-shek survivra à cet attentat. Enfin, en 1937, l'Espoir, qui met en scène de manière fictive une escadrille des brigades internationales, mais dont le personnage principal est lié, bien entendu, à l'auteur lui-même, hein, André Malraux. Je peux vous montrer ici aussi quelques œuvres qui donnent des renseignements sur la biographie d'André Malraux, les anti-mémoires, bien sûr, et vous avez par la même occasion une photographie du personnage, de l'auteur. Le miroir des limbes, je vous montre ici le tome 2, La corde et les souris, donc c'est Malraux plus âgé, toujours en folio. Et ce roman, qui a été censuré à l'époque de l'occupation, qui est d'ailleurs inachevé, et qui s'intitule « Les noyés de l'Altenbourg », publié chez Gallimard. Alors, rien de tel que d'écouter Malraux lui-même dans ses grands discours prononcés entre 1946 et 1973, discours édités par Frémaux, et l'on trouvera évidemment dans les 3 CD repris dans ce coffret, on y retrouvera bien sûr la commémoration de la libération de Paris, on y trouvera entre autres le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, on y trouvera toute une série d'autres discours célèbres, comme le discours de Dakar, sur l'influence et l'avenir de l'art nègre. Pour préparer cet exposé, je me suis servi, entre autres choses, de l'excellente étude de Gaëtan Picon, publiée dans la collection Écrivain toujours aux éditions du Seuil. Et je crois que maintenant, je peux vraiment commencer. À la fin de cette petite conférence, je ferai la présentation d'un certain nombre d'autres livres qui ont été utiles pour la mise en contexte des événements. Contexte, justement. Quelle est la situation de la Chine, à la fois sur le plan politique et sur le plan sociétal, social même, depuis le début du XXe siècle? L'Empire a été aboli en 1911, l'Empire mandchou, donc la dynastie des Qin, en 1911. La République a été proclamée par le nationaliste et intellectuel Sun Yat-sen, mais 2 ans plus tard, ce dernier perd le pouvoir au profit de ceux que l'on va appeler les seigneurs de la guerre, autrement dit des généraux qui se partagent les provinces de l'ancien empire
et qui y font régner leurs lois dans les provinces qu'ils se sont accaparées. Il s'agit donc d'un pouvoir défini comme étant un pouvoir de type féodal, puisqu'il rançonne les populations locales. Sun Yat-sen meurt lui-même en 1925. Il avait fondé un parti qui était le Kuomintang, qui était donc un parti nationaliste qui avait pour objectif, d'une part, de chasser les étrangers et de rendre la Chine maîtresse de son destin contre les puissances occidentales, mais aussi du Japon, et aussi, ce parti avait pour objectif donc de réunifier la Chine dans le cadre d'un pouvoir centralisé en finissant une fois pour toutes avec les seigneurs de la guerre. Voilà. En 1921, un parti communiste chinois est créé dans la foulée de la révolution d'octobre de 1917 dans ce qui va devenir bientôt l'Union des républiques socialistes soviétiques. Je rappelle qu'un organisme central visant à coordonner, mais au profit de la politique de l'Union soviétique, les combats des communistes à travers le monde, il s'agit du Comintern, et cet organisme est évidemment essentiel pour pouvoir comprendre la position du Parti communiste chinois qui est inféodé qui est inféodé au Comintern. Mais alors on va voir qu'un certain nombre de dissensions vont se faire parce que les Chinois n'ont pas tous la même vision des choses et certains d'entre eux souhaitent que le Parti communiste chinois ait une position nationale. Ce qui est en tout cas décidé dans le cadre d'une Comintern, c'est que les communistes doivent dans un premier temps s'allier aux classes bourgeoises contre le capitalisme représenté par les pays impérialistes et d'autre part s'opposer au féodalisme représenté par les grands seigneurs de la guerre. Ce qui signifie que les communistes vont devoir passer une alliance et travailler de concert avec Chiang Kai-shek. Et donc dans ce parti qu'est le Kuomintang, il y a donc plusieurs tendances, une tendance droitière incarnée par Chiang Kai-shek, mais on y trouve aussi des communistes. On va voir, dans le cadre du soulèvement de Shanghai de mars-avril 1927, dans quel sens les événements vont se diriger. La situation est très complexe sur le plan politique. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Chine était encore un pays très majoritairement rural. Il y a bien quelques industries qui sont nées au début, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. On trouve justement, pour faire fonctionner ces usines, un prolétariat naissant, mais qui devient nombreux, en particulier dans la ville de Shanghai, où les événements vont se produire. Donc, de la même manière qu'en Russie en 1917, la classe ouvrière représente une minorité
vraiment presque une infime minorité, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, oui, vraiment une petite minorité par rapport à la paysannerie qui représente vraiment l'essentiel, l'écrasante majorité du peuple chinois. Le récit de la condition humaine comprend en gros 4 séquences. Je parle de séquences comme s'il s'agissait d'ailleurs de cinéma, parce que ce roman plutôt, se prêterait aisément à l'écriture d'un film. Cela a d'ailleurs été le cas après la publication en 1933 de la condition humaine, sauf que il y a toujours eu un certain nombre d'événements qui ont fait que le film n'a jamais pu sortir. Joris Ivens a tenté d'en faire un film, plus tard Sergei Eisenstein, et enfin Costa Gavras, beaucoup plus récemment. Dans tous les cas, ces tentatives ont échoué. Mais il n'en demeure pas moins que quand on lit le roman, on est frappé par la mise en scène, justement, de toute une série d'épisodes, et on a vraiment l'impression d'être au cinéma, au moment où on lit cette œuvre. Alors, quelles sont les 4 grandes parties de l'ouvrage? Il y a une première partie qui se situe le 21 et le 22 mars 1927, qui est le moment où la grève générale à Shanghai est déclenchée, ainsi que l'insurrection. Insurrection de qui contre qui? Eh bien, il s'agit de l'insurrection de la population de Shanghai, et plus particulièrement du prolétariat, contre ces seigneurs de la guerre qui dominent la ville. Alors la ville se présente de la manière suivante. Shanghai, comme vous le savez, est un port de mer, et à Shanghai, vous avez donc un fleuve qui coupe la ville en deux. Sur la rive gauche, on trouve d'une part la concession internationale, où donc de grandes puissances ont découpé sur le sol chinois un territoire qui ne dépend pas du gouvernement. Au sud-ouest de cette concession internationale se trouve une concession française. La vieille ville chinoise se trouve également sur la rive gauche, mais un peu plus au sud. Et alors, de part et d'autre du fleuve, vous avez des usines et des quartiers populaires, où résident les ouvriers qui travaillent donc dans les usines. Voilà, je dirais, la situation topographique, géographique de la ville de Shanghai. Maintenant, le 29 mars, c'est-à-dire une semaine plus tard, on n'est plus à Shanghai, on se trouve à Hankeu, qui est une ville qui se trouve plus à l'ouest et qui est, elle, aux mains des communistes en Chine. C'est une ville où l'ambiance est tout à fait différente, puisque là, il s'agit d'une ville pacifiée. Et à Hankeu, on assiste à des débats houleux entre ceux qui estiment que la priorité est l'alliance avec les nationalistes de Chiang Kai-shek, et d'autre part, c'est le cas du héros d'histoire qui s'appelle Kyo, qui pense que, au contraire, l'insurrection ayant été déclenchée, il s'agit
de prendre l'avantage. Mais le pouvoir politique, le comité central communiste qui siège à Hankéou, décide qu'il faut suivre les ordres du Komintern, donc inféodé à Moscou. C'est-à-dire que la politique de Staline à ce moment-là est qu'il faut effectivement lancer une série d'offensives contre le monde capitaliste et féodal, et en particulier en Chine, qui symboliquement représenterait une victoire importante pour le communisme, mais que tout cela doit se faire dans l'intérêt du seul pays communiste à l'époque qu'est l'Union soviétique. Alors que Kyo, lui, est un personnage qui a une position plus proche de Trotsky, qui à ce moment-là, comme on le sait, a été évincé par Staline du pouvoir, et qui pense qu'il faut une révolution permanente, une révolution basée sur la paysannerie, avec en appui, justement, le soutien du prolétariat urbain. Cette voie nationale sera celle qui sera prise d'ailleurs plus tard par Mao Tse-tung. Troisième phase, plutôt troisième étape, troisième partie du roman, après le déclenchement de la grève et de l'insurrection, donc le 21 et le 22 mars, après cette partie du roman qui se situe à Hankéou, où le comité central abandonne en fait l'insurrection communiste mais de Shanghai, il y a alors le 11 et le 12 avril la résistance des communistes locaux à Shanghai et d'autre part la répression qui conduit au massacre des combattants. Où là, il y a eu un retournement de situation, ou plus exactement, Chiang Kai-shek, qui veut avoir un destin personnel, et aussi parce qu'il représente, politiquement parlant et socialement, la bourgeoisie, bourgeoisie nationale, oui, mais bourgeoisie d'abord, c'est-à-dire que la conscience de classe précède le sentiment national. Et effectivement, Chiang Kai-shek laisse écraser la révolution communiste, alors que les communistes sont ses alliés objectifs, et même de fait politiquement. Il préfère laisser voir cette révolution être écrasée plutôt que de venir à son secours. Donc il y a un retournement de veste. On est habitué à ce genre de situation sur le plan romanesque tout d'abord. Réfléchissez un petit peu à cet épisode où dans Taras Bulba de Nicolas Gogol, c'est au début du roman d'ailleurs, Taras Bulba, qui est à la tête des Cosaques Zaporoï et qui a combattu avec les Polonais contre les Turcs, au moment de la victoire contre les Turcs, voit les canons polonais donc se diriger contre sa propre armée et donc l'anéantir. On peut penser aussi, alors là, en se projetant, comment dirais-je, 17 ans plus tard, en 1944, lorsque Staline, approchant de Varsovie,
ne vient pas en aide aux Polonais, alors que la ville est en train d'être nettoyée par la Wehrmacht et par les nazis. Et il ne réagit, son armée ne bouge qu'à partir du moment où les nazis ont effectué en fait un boulot qui l'arrange bien, c'est-à-dire en finir avec cette résistance nationale, nationaliste, qui aurait été une épine dans le pied de l'armée rouge et par rapport à ses vues à lui, chef de l'Empire soviétique. Maintenant, après cela, il y a une quatrième partie du roman. C'est la partie qui se situe quelques mois plus tard, à Paris d'ailleurs, au mois de juillet, et encore un peu plus tard à Kobe, au Japon, où les survivants doivent aborder une nouvelle vie et envisager l'avenir, puisque la défaite a déjà eu lieu. Je peux d'ailleurs vous lire la fin, les dernières lignes de La condition humaine qui se passe à Kobe, où le père de Kyo, qui est un philosophe français qu'ils appellent Gisors, devise avec sa belle-fille, veuve, mais qui est en fait la femme de Kyo qui est mort à ce moment-là, et qui est médecin, et qui ne veut pas se laisser convaincre par Gisors que la vie doit reprendre ses droits et qu'elle pourrait encore avoir un enfant. Finalement, elle décide de partir comme médecin en Sibérie. Gisors, lui, c'est le vieux sage, un philosophe qui est attiré par les séductions de l'Orient sur le plan spirituel, et qui annonce, bien entendu, la deuxième partie de la vie de Malraux, qui, après sa phase épique des années 1920 et des années 1930, dans les années 1950, se réfugie dans la réflexion philosophique sur l'art, qui est évidemment beaucoup plus reposante. Mais enfin, il ne m'appartient pas ici de juger un auteur que j'étudie. Alors voici comment se termine le roman, avant d'y entrer bien sûr de manière plus sérieuse. Donc c'est May qui est en train de converser avec Gisors. Elle le regardait atterré. Lui regardait de nouveau les nuages. J'ai aimé Kyo, parce que Gisors, en fait, qui est un Français, est le père de Kyo, le héros d'histoire, qui est un métis, en fait, issu d'un mariage entre un Français et une Japonaise. J'ai aimé Kyo comme peu d'hommes aiment leurs enfants, vous savez. Il tenait toujours sa main, il l'amena à lui, la prit entre les siennes. Écoutez-moi, il faut aimer les vivants et non les morts. Réponse. Je ne vais pas là-bas pour aimer. Il contemplait la baie magnifique, saturée de soleil. Elle avait retiré sa main. Sur le chemin de la vengeance, ma petite May, on rencontre la vie. Ce n'est pas une raison pour l'appeler, répond May. Elle se leva, lui rendit sa main en signe d'adieu. Mais lui prit le visage entre les paumes et l'embrassa. Kyo l'avait embrassé ainsi, le dernier jour, exactement ainsi, et jamais, depuis des mains, n'avait pris sa tête. Je ne pleure plus guère maintenant, dit-elle avec un orgueil amer. Donc ça, c'est
Donc la fin du roman, en édition de poche, donc c'est page 287. Et ça fait écho à la dernière page du tome 1 de La guerre et la paix de Léon Tolstoï. Effectivement, ce rapport qu'il y a entre, d'une part, les propos de Gisors et le contexte naturel, je rappelle qu'il y est dit ceci, il contemplait la baie magnifique saturée de soleil. Hein? Et puis plus haut, il était écrit, lui regardait de nouveau les nuages. Avec ce qui est écrit donc à la fin du tome 1 de La guerre et la paix de Tolstoï, page 761. À la maison, dit Pierre, il s'agit évidemment de Pierre Bouzoukov. Et en dépit des 10 degrés de froid, il ouvrit sa pelisse d'ours sur sa large poitrine et aspira joyeusement. Le temps était clair et sec. Au-dessus des rues sales et à moitié obscures, au-dessus des toits noirs, s'étendait un ciel sombre et étoilé. Seule la contemplation de ce ciel permettait à Pierre d'oublier l'outrageante bassesse des choses terrestres en regard des hauteurs où planait son âme. J'ai évoqué déjà quelques personnages. Tout d'abord Kyo, qui est le personnage essentiel, qui est chargé de mener l'insurrection à Shanghai en mars-avril donc 1927. Je vous ai parlé également de Mei, je vous ai parlé de Gisors. Il y a encore d'autres personnages révolutionnaires comme Chen, que l'on va retrouver, et je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, lorsqu'il va poser une bombe sous la voiture de Chiang Kai-shek, attentat d'ailleurs qui va rater. Il y a aussi Katov, il va en être question bientôt. Katov, en fait, qui est un révolutionnaire russe, qui a connu la révolution de 1917, et qui, lui, va dans un épisode extrêmement émouvant, va faire sacrifice de sa personne, non pas comme on pourrait l'imaginer, mais il disposait d'une capsule de cyanure et il en fait don, et ce don est plus que sa vie, à deux pauvres bougres qui sont en train de souffrir à côté de lui et qui, comme lui, attendent d'être jetés dans une chaudière vivante. En face de ces révolutionnaires, vous avez les opposants, les méchants, comme Ferral ou comme Koenig. Je ne prendrai que ceux-là. Ferral, en fait, est le président de la Chambre de commerce français à Shanghai. Il s'agit d'un capitaliste autoritaire, dur. Et vous avez Koenig, qui, comme son nom l'indique, est d'origine allemande, et qui est le chef de la police de Chiang Kai-shek et qui annonce déjà les chefs de la Gestapo. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de personnages qui ont une image très claire, bien tranchée, ce qui veut dire que dans ce roman, vous avez des personnages qui ne sont pas seulement des personnages théoriques, mais des personnages qui sont en fait faits de chair et de sang, et où les deux d'ailleurs se mêlent de manière harmonieuse, bien que ce roman, le terme harmonie, n'a pas beaucoup de sens dans la condition humaine. Mais Malraux, justement, ne tient pas à ce que ces personnages soient désincarnés.
mais il représente certainement des positions politiques très claires, très nettes. Passons maintenant à l'analyse du roman lui-même, c'est-à-dire à l'essentiel. La langue d'André Malraux est une langue qui reste très classique. Une langue très classique, précise, et qui donc, on ne peut pas dire qu'elle révolutionne véritablement la langue française, mais l'importance des dialogues dans ce roman en fait plutôt un roman très particulier qui a une connotation, je l'ai dit en introduction, très cinématographique. Et donc on comprend qu'il y a eu plusieurs tentatives pour essayer d'en faire un film. Quels sont les principaux thèmes qui sont évoqués? Il y a la condition humaine elle-même, il y a le sens de l'aventure révolutionnaire, il y a aussi la conversion intérieure. Je vais prendre ces thèmes successivement. Alors la condition humaine, elle est faite de conflits intérieurs à l'être humain, de conflits avec ses camarades qui appartiennent à la même ligne politique que vous, et conflits, bien sûr, avec les ennemis de l'extérieur. Autrement dit, la vie humaine, la condition humaine, est tout sauf sérénité. On est constamment dans des conflits, dans des combats avec soi-même ou avec les autres. Je peux vous lire d'ailleurs à ce sujet 2 extraits qui concernent la politique. Je prends tout d'abord à la page 125 de l'édition donc Livre de poche, ce passage où on se trouve à Hankeu. Je vous ai dit que Hankeu, c'est cette ville chinoise aux mains des communistes où l'on va décider quel est le sort à réserver à l'insurrection communiste, l'insurrection populaire de Shanghai qui s'est déclenchée le 21 et le 22 mars 1927. Les paillotes aperçues dans la perspective des rues avec leurs silhouettes de purgatoire se perdaient au fond de la nuit calme et presque solennelle, dans l'odeur du poisson et des graisses brûlées. Kyo ne pouvait se délivrer de cet ébranlement de machine transmis à ses muscles par le sol. Comme si ces machines à fabriquer la vérité, j'ai déjà dit dans une autre leçon que le mot vérité se dit en russe pravda, mais que c'est ambigu par rapport à la notion de justice, puisqu'on utilise le même mot pour dire vérité et justice en russe, à fabriquer la vérité, eussent rejoint en lui les hésitations et les affirmations de Vologine. Donc Vologine, c'est cet adversaire politique au sein du Parti communiste chinois qui a participé, qui est l'agent en fait de Moscou, et Vologine représente la position de Staline, alors que Kyo, lui, pense au destin de la Chine qui ne doit pas être inféodée au régime soviétique et estime que le peuple chinois a droit à, mener son destin dans son intérêt à lui et non pas au profit du socialisme qui s'est établi à ce moment-là dans un seul pays. Pendant la remontée du fleuve, il n'avait cessé d'éprouver combien son information était faible, combien il lui était difficile de fonder son action, s'il n'acceptait plus d'obéir purement et simplement aux instructions de l'Internationale. Il s'agit bien entendu de la troisième Internationale fondée par Lénine en 1919. Mais l'Internationale se trompait. Gagner du temps n'était plus possible. La propagande communiste avait atteint les masses comme une inondation
parce qu'elle était la leur. Quelle que fût la prudence de Moscou, elle ne s'arrêterait plus. Chiang le savait et devait dès maintenant écraser les communistes. Chiang, c'est donc Chiang Kai-shek. Là était la seule certitude. Peut-être la révolution eût-elle pu être conduite autrement, mais c'était trop tard. Les paysans communistes prendraient les terres, les ouvriers communistes exigeraient un autre régime de travail, les soldats communistes ne combattraient plus que sachant pourquoi, que Moscou le voulut ou non. Moscou et les capitales d'Occident ennemies pouvaient organiser là-bas, dans la nuit, leurs passions opposées et tenter d'en faire un monde. La révolution avait poussé sa grossesse à son terme. Il fallait maintenant qu'elle accouchât ou mourût. En même temps que le reprochait de Chen la camaraderie nocturne, le rapprochait de Chen la camaraderie nocturne, une grande dépendance pénétrait Kyo, l'angoisse de n'être qu'un homme, que lui-même. Il se souvint des musulmans chinois qu'il avait vus, par des nuits pareilles, prosternés dans les steppes, de lavande brûlée, hurler de ces chants qui déchirent depuis des millénaires l'homme qui souffre et qui sait qu'il mourra. Qu'était-il venu faire à Hankeu? Mettre le Comintern au courant de la situation de Shanghai. Le Comintern était aussi résolu qu'il était devenu donc lui Kyo. Autre passage, cette fois page 133 et page 134, oui. Donc, juste avant de partir d'Hankeu et avant de rejoindre Shanghai, se pose le dilemme de la nécessité du sacrifice. Donc, le Comintern n'avait pas voulu prendre la responsabilité de faire tuer Chiang Kai-shek, comme Chen lui-même va déroger à cet ordre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, la décision au niveau du comité central a été prise. C'est ce qu'on appelle, ou ce qu'on appelait, j'ai encore connu ça quand j'étais membre d'un syndicat, ce que l'on appelait le centralisme démocratique. Je partirai, avait dit Chen. Son arrivée imprévue, les réticences de Vologine, la liste, Kyo comprenait tout cela. Mais chacun des gestes de Chen le rapprochait à nouveau du meurtre. Et les choses mêmes semblaient entraînées par son destin. Des éphémères bruissaient autour de la petite lampe. Peut-être Chen est-il un éphémère qui sécrète sa propre lumière, celle à laquelle il va se détruire. Peut-être l'homme même. Ne voit-on jamais que la fatalité des autres? N'était-ce pas comme un éphémère que lui-même voulait maintenant repartir pour Shanghai au plus tôt? Maintenir les sections à tout prix? L'officier revient, ce qui lui permit de quitter Pozos. Il, donc Kyo, retrouva la paix nocturne. Pas une sirène, rien que le bruit de l'eau. Le long des berges, près des réverbères crépitants d'insectes, des coulisses dormaient en des attitudes pestiférées. Ça et là, sur les trottoirs, de petites affiches rouges rondes comme des plaques d'égout. Un seul caractère y figurait, faim. Comme tout à l'heure avec Chen, il sentit que cette nuit même, dans toute la Chine, et à travers l'ouest jusqu'à la moitié de l'Europe, des hommes hésitaient comme lui, déchirés par le même tourment entre leur discipline et le massacre des leurs. Ces déchargeurs qui protestaient ne comprenaient pas, excusez-moi, donc je relis. Ces déchargeurs qui protestaient ne comprenaient pas. Les caractères étaient mal imprimés, excusez-moi. Mais même en comprenant comment choisir le sacrifice, donc le sacrifice, ici, dans cette ville dont l'Occident attendait le destin de 400 millions d'hommes et peut-être le sien, et qui dormait au bord du fleuve d'un sommeil inquiet d'affamés,
dans l'impuissance, dans la misère, dans la haine. Ici, le destin de la révolution de Shanghai s'étend, se gonfle, grossit à l'échelle de l'ensemble de la Chine et du monde. Il y a donc un lien entre des décisions ponctuelles qui peuvent avoir été prises à un moment donné, à un lieu, dans un lieu déterminé et précis, et d'autre part, le destin de la planète, ou plus exactement de l'humanité, ce qui n'est pas la même chose. La condition humaine, c'est donc cette existence de l'être humain qui est déterminée par un certain nombre de facteurs, mais cette condition humaine est déterminée par la volonté. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement les événements extérieurs qui décident du destin, c'est la liberté de chaque individu de choisir ce que sera son destin et celui de ses semblables. La condition humaine, c'est donc aussi la décision de souffrir dans la mesure où la souffrance répond à un besoin, est utile, elle sert à quelque chose, sinon la souffrance est absurde. Le sens de l'action ou de l'aventure révolutionnaire apparaît bien dans un texte que je vais vous lire maintenant, et qui porte sur la dignité. Donc en fait, Qiu est interrogé par Koenig, qui est donc le chef de la police de Chiang Kai-shek, et qui lui pose donc un certain nombre de questions, et parmi celles-ci, une question sur la définition de la dignité. Donc ce chef nationaliste, chef de police nationaliste, qui annonce la Gestapo, je l'ai dit tout à l'heure, essaie de comprendre les motivations de ce que c'est que la dignité pour un communiste. On m'a dit que vous êtes communiste par, comment déjà? Dignité. C'est vrai? Qiu ne comprit pas d'abord. Tendu dans l'attente du téléphone, il se demandait à quoi tendait ce singulier interrogatoire. Enfin, ça vous intéresse réellement? Demanda-t-il. Plus que vous ne pouvez croire. Il y avait de la menace dans le ton. Qiu répondit. Je pense que le communisme rendra la dignité possible pour ceux avec qui je combats. Ce qui est contre lui, en tout cas, les contraint à n'en pas avoir. Pourquoi m'avoir posé cette question puisque vous n'écoutez pas ma réponse? Qu'appelez-vous la dignité? Ça ne veut rien dire. Le téléphone sonna. Ma vie, pensa Qiu. Koenig ne décrocha pas. Le contraire de l'humiliation, dit Qiu. Nous étions ici, page 244. Je vous parlais tout à l'heure de la fonction du sacrifice. Le sacrifice qui, par définition, ne peut avoir de sens que s'il a une utilité. Je rappelle que le mot sacrifice vient de deux mots latins, il suffit de faire un petit peu d'étymologie, et sacrifice vient de deux mots qui sont d'une part sacer, qui est ambigu comme mot. Freud a consacré une petite étude à ce sujet-là d'ailleurs, et d'autre part fils qui vient de facere. Donc c'est ce qui rend sacré, c'est un acte qui rend sacré. Alors, je prends un passage de nouveau, qui est celui de l'attentat de Cheng contre Chiang Kai-shek, attentat qui va rater,
et où apparaît la notion d'héroïsme désespéré. Cette nuit de brume, je suis page 195-196. Cette nuit de brume était sa dernière nuit, et il en était satisfait. Il allait sauter avec la voiture dans un éclair en boule qui illuminerait une seconde cette avenue hideuse et couvrirait un mur d'une gerbe de sang. La plus vieille légende chinoise s'imposa à lui. Les hommes sont la vermine de la terre. Il fallait que le terrorisme devînt une mystique. Solitude d'abord. Que le terroriste décida seul, exécuta seul. Toute la force de la police est dans la délation. Le meurtrier qui agit seul ne risque pas de se dénoncer lui-même. Solitude dernière, car il est difficile à celui qui vit hors du monde de ne pas rechercher les siens. Chen connaissait les objections opposées au terrorisme. Répression policière contre les ouvriers, appel au fascisme. La répression ne pourrait être plus violente, le fascisme plus évident. Et peut-être Kyo et lui ne pensaient-ils pas pour les mêmes hommes. Il ne s'agissait pas de maintenir dans leur classe, pour la délivrer, les meilleurs des hommes écrasés, mais de donner un sens à leur écrasement même, que chacun s'institua responsable et juge de la vie d'un maître. Donner un sens immédiat à l'individu sans espoir et multiplier les attentats, non par une organisation, mais par une idée. Faire renaître des martyrs. Pei, écrivant, serait écouté parce que lui, Chen, allait mourir. Il savait de quel poids pèse sur toute pensée le sang versé pour elle. Tout ce qui n'était pas son geste résolu se décomposait dans la nuit dernière, derrière laquelle restait embusquée cette automobile qui arriverait bientôt. La brume, nourrie par la fumée des navires, détruisait peu à peu au fond de l'avenue les trottoirs pas encore vides. Les passants affairés y marchaient l'un derrière l'autre, se dépassant rarement, comme si la guerre eût imposé à la ville un ordre tout-puissant. Le silence général de leur marche rendait leur agitation presque fantastique. Ils ne portaient pas de paquets, d'éventaires, ne poussaient pas de petites voitures. Cette nuit, il semblait que leur activité n'eût aucun but. Chen regardait toutes ces ombres qui coulaient sans bruit vers le fleuve, d'un mouvement inexplicable et constant. N'était-ce pas le destin même, cette force qui les poussait vers le fond de l'avenue où l'arc allumé d'enseignes à peine visibles, devant les ténèbres du fleuve, semblait les portes mêmes de la mort? Enfoncés en perspective trouble, les énormes caractères se perdaient dans ce monde tragique et flou comme dans les siècles. Et de même que si elle fût venue, elle aussi, non de l'état-major mais des temps bouddhiques, la trompe militaire de l'auto de Chiang Kai-shek commença à retentir sourdement au fond de la chaussée presque déserte. Chen serra la bombe sous son bras avec reconnaissance. Les phares seuls sormaient de la brume. Presque aussitôt, précédée de la Ford de garde, la voiture entière en jaillit. Une fois de plus, il sembla à Chen qu'elle avançait extraordinairement vite. 3 pouces obstruèrent soudain la rue, et les 2 autos ralentirent. Il essaya de retrouver le contrôle de sa respiration. Déjà l'embarras était dispersé. La Ford passa, l'auto arrivait. Une grosse voiture américaine flanquée des 2 policiers accrochés à ses marchepieds. Elle donnait une telle impression de force que Chen sentit que, s'il n'avançait pas, s'il attendait, il s'en écarterait malgré lui. Il prit sa bombe par l'anse comme une bouteille de lait. L'auto du général était à 5 mètres, énorme. Il courut vers elle avec une joie d'extatique, se jeta dessus, les yeux fermés. C'est vrai que lorsque
l'on entend le raisonnement ici de Chen, ça doit être, on le suppose, quelque chose d'un peu semblable, même si ici il n'est pas question d'une religion surnaturelle, mais d'une religion de l'humanité, ce que doivent peut-être ressentir les moudjahidines qui se font sauter entourés d'explosifs dans leur ceinture et qui sont persuadés que non seulement ils iront au paradis, mais enfin ici c'est pas la question, mais que par leur sacrifice, leur combat sera éternel et permettra à la cause d'avancer, parce qu'il sera répété de génération en génération, et donc servira de modèle, qu'on ne pourra pas oublier. D'ailleurs ici, il y a un terme une expression qui fait référence justement au poids du sang. Avançons un petit peu et voyons au fond ce qui fait lien, ce qui fait sens. J'ai parlé de sens de l'aventure évolutionnaire, j'ai parlé de la fonction du sacrifice. Il y a quelque chose qui réunit au fond tous ces combats, qu'ils soient collectifs ou qu'ils soient individuels. C'est la fraternité. C'est la fraternité qui réunit les êtres humains et qui donne du sens au combat. On est prêt à se sacrifier si ça permet à d'autres, plus petits, plus tard, de pouvoir sortir de la misère épouvantable dans laquelle ils se trouvent. C'était le cas des paysans chinois, de la misère de ce prolétariat dans la ville de Shanghai, de ces femmes qui vivent une existence insupportable au point que certaines se suicident, c'est ce que Mai explique d'ailleurs à son mari Kyo. Et cette fraternité, on va la retrouver lorsque il sera question pour Katov, et je l'évoquais dans mon introduction, de faire don de plus que la vie, à savoir de sa gélule de cyanure qu'il va donner à un blessé près de lui, l'objectif étant que cette gélule soit divisée en deux, parce qu'il y a assez de poison pour tuer deux personnes. Il se fait qu'un des deux a la main blessée et va laisser tomber la gélule. Voici, ce sera d'ailleurs le dernier passage que je vous lirai. Malgré la rumeur, malgré tous ces hommes qui avaient combattu contre lui, dont je suis ici page 259-260, toujours dans l'édition de poche, Katov était seul entre le corps de son ami mort, en fait il s'agit de Kyo, et ses deux compagnons épouvantés, seuls entre ce mur et ce sifflet perdu dans la nuit. Mais un homme pouvait être plus fort que cette solitude, et même, peut-être, que ce sifflet atroce. La peur luttait en lui contre la plus terrible tentation de sa vie. Il ouvrit à son tour la boucle de sa ceinture. Enfin. Et là, dit-il à voix très basse, Swen, pose ta main sur ma poitrine et prends dès que je la toucherai. Je vais vous donner mon cyanure.
il n'y en a absolument que pour 2. Il dit absolument parce qu'en fait il a un défaut de langage. Absolument pour ne pas, au lieu de absolument. Il avait renoncé à tout, c'est-à-dire qu'il n'y en avait que pour 2. Couché sur le côté, il brisa le cyanure en 2. Les gardes masquaient la lumière qui les entourait d'une auréole trouble. Mais n'allait-il pas bouger? Impossible de voir quoi que ce fût. Ce don de plus que sa vie, donc ce don de plus que sa vie, Katov le faisait à cette main chaude qui reposait sur lui. Pas même à des corps, pas même à des voix. Elle se crispa comme un animal, se sépara de lui aussitôt. Il attendit, tout le corps tendu. Et soudain, il entendit l'une des 2 voix s'est perdue, tombée. Voix à peine altérée par l'angoisse, comme si une telle catastrophe n'eût pas été possible, comme si tout eût dû s'arranger. Pour Katov aussi, c'était impossible. Une colère sans limite montait en lui, mais retombait, combattue par cette impossibilité. Et pourtant, avoir donné cela pour que cet idiot le perdît. Quand? Demanda-t-il. Avant mon corps, pas pu tenir quand Swen l'a passé. Je suis aussi blessé à la main. Il a fait tomber les 2, dit Swen. Sans doute cherchait-il entre eux. Ils cherchèrent ensuite entre Katov et Swen, sur qui l'autre était probablement presque couché, car Katov, sans rien voir, sentait près de lui la masse des 2 corps. Il cherchait lui aussi, s'efforçant de vaincre sa nervosité, de poser sa main à plat de 10 cm en 10 cm, partout où il pouvait atteindre. Leurs mains frôlaient la sienne, et tout à coup, un des 2 la prit, la serra, la conserva. Même si nous ne trouvons rien, dit une voix. Katov, lui aussi, serrait la main, à la limite des larmes, pris par cette pauvre fraternité, sans visage, presque sans vraie voix, tous les chuchotements se ressemblent, qui lui était donné dans cette obscurité contre le plus grand don qu'il eût jamais fait, et qui était peut-être fait en vain. Bien que Swen continuât à chercher, les 2 mains restaient unies. L'étreinte devint soudain crispation. Voilà. Aux résurrections. Alors, aux résurrections, vous voyez ça, on joue sur la contradiction ici, hein, puisqu'on dit une chose pour en dire une autre. Donc, en fait, la découverte du poison est en fait une libération, puisque l'on ne va pas être jeté vivant dans une chaudière, puisqu'on va mourir avant. Résurrection, mais tu es sûr que ce ne sont pas des cailloux? Demanda l'autre. Il y avait beaucoup de morceaux de plâtre par terre. Donne, dit Katov. Du bout des doigts, il reconnut les formes. Il les rendit, serra plus fort la main qui cherchait à nouveau la sienne, et attendit, tremblant des épaules, claquant des dents. Pourvu que le cyanure ne soit pas décomposé malgré le papier d'argent, pensa-t-il. La main qu'il tenait tordit soudain la sienne, et comme s'il eût communiqué par elle avec le corps perdu dans l'obscurité, il sentit que celui-ci se tendait. Il enviait cette suffocation convulsive. Presque en même temps, l'autre, un cri étranglé auquel nul ne prit garde. Puis rien. Katov se sentit abandonné. Il se retourna sur le ventre et attendit. Le tremblement de ses épaules ne cessait pas. C'est particulièrement émouvant et douloureux que de voir jusqu'où va le sacrifice fraternel
ici. Donc, je reprends les principaux thèmes qui sont évoqués dans la condition humaine, donc la condition humaine elle-même, avec ses conflits intérieurs à l'intérieur de soi-même, avec les autres, la place que la mort occupe, une mort qui est exaltée et qui permet aux révolutionnaires de donner du sens à leur vie, parce que cette mort n'est pas inutile, elle sert à quelque chose. On a vu quel est le sens de l'aventure révolutionnaire, la fonction du sacrifice, je viens de le rappeler. Au cœur de toute cette action, il y a la fraternité, et alors il y a la nécessité, bien sûr, de la conversion intérieure. Il faut d'abord se changer soi-même pour pouvoir progresser. Changer soi-même, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire en fait qu'il faut se détacher de toute envie de possession, de biens qui conduit justement au capitalisme, qui conduit à l'égoïsme. Dès lors que l'on a fait cette conversion intérieure, l'accès et la volonté de construire une société communiste acquièrent tout son sens. Voilà, je crois avoir repéré, évoqué devant vous un certain nombre d'idées fondamentales qui se trouvent dans la condition humaine. Comme toujours, lorsque j'analyse une œuvre, il s'agit de donner envie à ceux qui m'écoutent de lire le roman s'ils ne l'ont pas encore fait, et peut-être s'ils l'ont fait, peut-être de le relire, parce qu'il y a des œuvres que l'on lit comme ça à quelques dizaines d'années d'intervalle. Conclusion de mon exposé, avant de vous présenter quelques ouvrages pour compléter mon propos, c'est qu'il s'agit d'une œuvre prophétique. Une œuvre prophétique parce que les grands procès de Moscou, les fameuses purges, vont se situer au milieu des années 1930. C'est le moment où il y aura, non pas une doxa, parce que la doxa, elle était fixée depuis bien longtemps par Staline, mais en tout cas, exécution de tous ceux qui n'adhèrent pas à cette doxa, ou plus précisément, ceux qui, aux yeux de Staline, inspirent la méfiance, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. On n'est même plus dans un problème d'ordre politique ou d'ordre métaphysique, on est dans le délire d'un tyran. Des dizaines de milliers de personnes ont été exécutées dans la deuxième partie des années 1930, et cela, comme on le sait, décapité complètement l'état-major de l'Union soviétique qui, en 1941, va se trouver bien en peine lors de l'invasion de l'opération Barbarossa, donc en juin de cette année-là. On peut penser également que c'est une œuvre poétique parce que elle annonce les soubresauts de la révolution chinoise qui, au fond, ne fait que commencer. La longue marche de Mao Tse-tung date des années 30, et cette marche fut vraiment longue, puisque si pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu à nouveau une alliance entre les nationalistes et les communistes, donc entre Chiang Kai-shek et Mao de chaque côté, il faudra attendre 1949 pour que la République populaire de Chine soit proclamée à Pékin et que Chiang Kai-shek se réfugie sur cette île jusqu'à sa mort en 1973, si mes souvenirs sont bons. Mao meurt lui-même en 1976 sur cette île de Taïwan, dont le sort n'est toujours pas réglé. On peut bien imaginer qu'un jour
la Chine populaire ne se contentera pas de revendiquer cette partie du territoire national et de l'évoquer comme étant une province de la Chine populaire dans les manuels de géographie et d'histoire, mais elle cherchera, comme ce fut le cas pour, mais dans d'autres conditions, pour Macao et pour Hong Kong, d'annexer ce territoire. Donc c'est une histoire qui n'est pas terminée. En conclusion, je voudrais donc rappeler que Malraux est bien un intellectuel au sens premier du terme, c'est-à-dire c'est pas seulement quelqu'un qui a pour profession de travailler avec sa tête, puisqu'on réduit, hélas, trop souvent le terme intellectuel à cette activité. Non, c'est quelqu'un qui met son talent, sa compétence au service d'une cause, à laquelle il croit d'ailleurs. C'est seulement en 1939 qu'il va rompre avec le Parti communiste, lorsque, au lendemain du 24 août 1939, le monde apprendra effaré qu'il y avait un pacte de non-agression entre, d'une part, le régime nazi et le régime stalinien, le régime communiste de Moscou. Je vous avais dit que j'allais vous montrer quelques livres. Je ne vous ai pas encore montré l'histoire mondiale de la France parue au Seuil sous la direction de Patrick Boucheron. On en a beaucoup parlé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet ouvrage, qui n'est pas une histoire au sens propre, il s'agit plutôt d'une succession d'articles avec des dates phares qui répondent au projet de l'initiateur et de l'équipe qui ont mis en chantier cet ouvrage. Il y a donc aux pages 611 à 615 un article de Jean-Louis Jeannel qui s'intitule « 1933, la condition humaine ». Alors, le but de l'article n'est pas d'expliquer ce qu'il y a dans la condition humaine, c'est de montrer la place qu'elle a eue dans la société et qu'elle aura par la suite. Tout ceci intégré dans une histoire mondiale de la France. J'avais commencé mon exposé en évoquant le Lotus bleu de Tintin. Vous trouverez quelques pages où il est question justement du Lotus bleu, enfin une petite analyse de la manière dont Hergé voyait Shanghai à partir d'une documentation abondante, mais qu'il n'utilise pas vraiment, parce qu'il est assez prudent, hein, et que finalement le port de Shanghai tel qu'il le présente n'a pas grand-chose à voir avec la réalité chinoise contemporaine qui est postérieure, entendons-nous bien, à 1927, puisque dans le Lotus bleu, il est question de la Chine quelques années plus tard, au moment où les Japonais occupent plutôt la Chine après l'incident de Mukden en Mandchourie. Alors je me suis servi ici d'un album publié par la Libre Belgique et par la dernière heure Les Sports, à la découverte des grands ports du monde, Tintin, Shanghai, Saint-Nazaire, Anvers, New York, Port Saïd. Et je crois d'ailleurs que l'on trouve à l'arrière la dernière image, justement, de l'album Le Lotus bleu. Alors, sur le contexte politique et social, je me suis servi de Jean Chénaud, Le mouvement paysan chinois 1840-1949, dans la collection Poids, Histoire au Seuil.
Alors, en folio histoire de Lucien Bianco, Les origines de la Révolution chinoise 1915-1949, d'un article qui explique de manière très claire les événements de mars-avril et même avant à Shanghai. Donc en fait l'article part vraiment de 1911 pour expliquer un petit peu la situation d'abord, et puis 1921, création en juillet du Parti communiste chinois, les grandes grèves de mai 25 à avril 1927, grèves qui s'enchaînent et se radicalisent, et puis alors ce qui se passe donc en 1927. Alors je vous montre cet article. Cet article a été publié par le mensuel Alternative Libertaire, numéro 270 de mars 2017. Sous la direction de Stéphane Courtois, dictionnaire du communisme chez Larousse. Évidemment, Stéphane Courtois, on ne peut pas dire qu'il soit particulièrement sympathique vis-à-vis du communisme, mais ça permet de resituer en tout cas un certain nombre de courants au sein même du communisme. Alors un ouvrage qui porte sur un sujet essentiel, je vous ai dit le rôle que le Comintern joue dans ce roman et dans les événements de mars-avril 1927, Comintern, l'histoire et les hommes, dictionnaire biographique de l'internationale communiste, sous la direction de José Gotovitch et de Mikhail Narinsky, aux éditions de l'Atelier. Enfin, pour terminer, l'ouvrage de Michel Vinocq, publié au Seuil, puisque je vous ai dit que, comment dirais-je, Malraux est vraiment à la suite de Zola et avant Sartre, avant Michel Foucault et Camus, le type même de l'intellectuel. Vous avez le livre de Michel Vinocq, Le siècle des intellectuels au Seuil, et vous allez voir donc de gauche à droite ici Maurice Barrès, André Gide et Jean-Paul Sartre. Il s'agit d'un gros ouvrage qui fait 700 pages. J'ai dit.